Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Décideurs du Net. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Aurore Daumont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de Figaro Média. Je vais retracer rapidement votre parcours. Après être restée donc 14 ans chez Lagardère, où vous étiez en charge de la radio et de la presse, vous prenez la tête de Prisma en quelle année ? En 2011. Voilà, 2011. Avant de rejoindre donc le Figaro Média en tant que présidente, et où vous êtes, c'est donc votre poste actuel, en août 2013. Alors le Figaro existe depuis de nombreuses années, depuis 1826 très exactement. Une grande dame. Une grande dame. Il bénéficie donc d'une vraie renommée, évidemment, d'une vraie force de frappe. Le Figaro, en chiffres, ça donne quoi ? En termes de revues, en termes de... Alors, le groupe unique. Figaro, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses au sein, au sein du Figaro. Au cours des âges, le Figaro a opéré à plusieurs grandes mues de diversification. La première grande mue, ça a été la mue de la presse quotidienne vers le magazine, puis presse quotidienne magazine vers le digital, puis diversification du digital, acquisition de pure players. Et aujourd'hui, la surface du groupe Figaro, en quelques chiffres, alors d'audience pour le coup, c'est 30 millions de contacts par mois, c'est 60% de la population française. Et la marque seul Figaro, c'est-à-dire si on enlève la chaîne météo ou TV Magazine, c'est 17 millions de contacts, que ce soit sur le print ou le web ou le mobile. Et alors uniquement sur Internet ou sur mobile, les mobiles Alors, hautes, Internet. sur Internet, on se développe de manière assez exponentielle. Nous sommes maintenant à 10 millions de visiteurs uniques sur le web fixe et puis à 7 millions en mobilité, avec presque finalement au fond une audience qui double par rapport à il y a 18 mois. Et c'est la même chose d'ailleurs sur la vidéo. Notre audience vidéo double chaque année puisque nous sommes maintenant à 14 millions de vidéos vues par mois. Ce qui est une très grosse accélération. On était à 7 millions l'année dernière. Donc doubler quand on est petit, ça reste assez possible. Doubler quand on est sur des volumes de millions, ça reste très compliqué. Donc on voit l'attraction de cette marque qui se diversifie et chaque nouveau pas dans la technologie nous permet d'adresser de nouveaux publics. C'est ce qu'il y a d'assez magique d'ailleurs. On va revenir tout à l'heure à la vidéo, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire donc concrètement Figaro Média, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous y faites en tant que présidente ? Alors, Figaro Média, sa qualification, c'est d'être une régie publicitaire. Mais qu'est-ce que recouvre au fond ce mot ? Parce que ce métier mue beaucoup. Et puis régie publicitaire intégrée à un média. Alors, régie publicitaire intégrée à un groupe média. Donc, nous, notre vocation, elle est double. C'est pour l'éditeur, donc pour la personne et pour les rédactions, c'est... arriver à trouver des revenus qui vont permettre justement de diversifier cette marque, de l'étendre et de faire d'une marque toujours de très très grande qualité, parce qu'il n'y a pas de grande marque média qui ne soit pas d'extrême qualité aujourd'hui, parce que la concurrence est féroce, et tant mieux, ça challenge beaucoup. Et puis côté marché publicitaire, c'est s'adresser aux entreprises, qu'elles soient d'ailleurs annonceurs ou agences médias, et arriver comme un conseil en utilisation de nos nouvelles grandes audiences qui sont totalement multicanales pour offrir le meilleur parcours au sein de notre marque et notre métier et de transformer nos audiences en clients pour les gens qui nous rejoignent. Le mot que je retiens donc, de ce que vous venez de dire, c'est vraiment conseil. Aujourd'hui, finalement, Oui. Être une régie, c'est aussi conseiller. Oui, alors être une régie, c'était, et c'est toujours bien évidemment, vendre de l'espace publicitaire. Bien sûr. Et ça, c'est de manière assez classique, donc que ce soit d'ailleurs des pages ou du display. Mais ça devient aussi vendre des plateformes de marque et vendre un conseil pour adresser nos publics qui deviennent aussi de plus en plus complexes chez nous, mais aussi chez tout le monde. Alors, quel est le bilan en 2014, l'année dernière, pour le Figaro Média ? Alors, un bilan assez bon et on en est très fiers. Alors, moi, je ne suis pas toute seule. Il y a énormément de gens qui travaillent chez Figaro Média et qui font un travail remarquable. Vous êtes combien ? On a une configuration de 150 personnes sur la régie, D'accord. avec surtout beaucoup de métiers. Donc le bilan, ça a été une année d'évolution. Déjà, c'était un très très bel héritage. Beaucoup de choses avaient été faites au fil du temps pour la marque Figaro et pour la régie. Donc c'était très intéressant pour moi de prendre cette suite. Et le bilan, ça a été une progression de l'ensemble de nos parts de marché sur le print, sur le digital, un équilibre de la marque Figaro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à équilibrer notre modèle économique entre le print et le digital pour avoir un modèle de stabilité, ce qui est quand même très difficile aujourd'hui pour beaucoup de médias. Et ce bilan, c'est en fait un effet miroir de ce qu'a fait le groupe, puisqu'aujourd'hui 40% du REX du groupe provient du digital. Donc cette mue, elle a été bien sûr réalisée, intégrée, digérée, et aujourd'hui notre modèle est pérenne, et c'est ce qui nous qualifie, je pense. Alors, Julie demande quelles sont les spécificités du groupe Figaro par rapport aux autres groupes de presse ? Plein.
Le contenu, ça c'est très important. Nous adressons 7 grandes thématiques. C'est-à-dire qu'avec les spécificités au fond, c'est d'avoir une grande marque média par rapport à d'autres groupes médias qui sont plutôt constitués de beaucoup de marques. Nous, on en a une, elle est très grande, elle est extrêmement puissante. Elle est leader sur tous ses segments, le print, le web, le mobile, la tablette. C'est une grande marque qui couvre 7 territoires d'expression thématique en éditorial. Donc on parle à la fois d'économie, de politique, mais aussi de golf, de fashion week, de mode, de beauté, de bourse. Tout le monde ne connaît pas. Tout le monde peut trouver. Son centre d'intérêt sera forcément traité par la marque Figaro. Ça, c'est extrêmement spécifique. C'est une marque qui est aujourd'hui à la moitié de son audience en digital. Ça, c'est très spécifique aussi. Mais pas encore la moitié des revenus. Non, pas encore la moitié des revenus. Mais c'est bien, parce que quelle belle perspective de croissance pour nous. Mais ça, c'est très spécifique. Peu de marques ont la moitié de leur audience qui proviennent du digital. C'est notre cas. Alors, si vous êtes leader sur à peu près tous les segments, finalement, il est où le challenge aujourd'hui? Alors, il y a 2 challenges. Il y a rester leader, ce qui est quand même un travail à temps plein, parce que être leader, ce n'est pas une fin en soi. Hein. C'est le résultat d'énormément de travail, et surtout d'un travail éditorial, parce qu'au fond, c'est le contenu qui crée l'audience. Hein. Il n'y a pas tellement de magie, que ce soit d'ailleurs en print ou en digital. Donc, rester leader, accroître ce leadership et puis continuer une croissance exponentielle aussi sur des territoires que nous connaissions moins parce que la vidéo, il y a 3 ans, en fait, ce n'était pas un territoire d'exploration pour nous. Alors, le lectorat du Figaro, hommes-femmes, répartition, quelle répartition du lectorat du Figaro? Finalement, hommes-femmes, alors ça dépend, j'allais dire, des territoires de la marque Figaro. C'est-à-dire que quand on est sur un quotidien, on est naturellement un petit peu plus homme, mais pas dans des proportions énormes. Quand on est sur le Madame Figaro, bien évidemment, on est beaucoup plus femme. Figaro Magazine est un peu plus masculin. Sur le digital, on est totalement à parité entre hommes et femmes. Et ce qui est très... Alors, la chaîne météo, on est encore sur un autre public très large. Le particulier, c'est une cible plus patrimoniale, donc beaucoup plus masculine. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement la complémentarité de ces canaux qui fait qu'on est sur un équilibre homme-femme, population française, plutôt premium. Quand je dis premium, c'est-à-dire CSP+, avec centres d'intérêt multiples et variés. Alors, une question qui revient souvent parmi les internautes, lorsque vous vendez de l'espace auprès des annonceurs, est-ce que vous vendez des packages, vous vendez uniquement sur Madame Figaro? Comment ça se répartit? Oui, alors on ne vend pas de package, puisque nous, notre métier, c'est de vendre du sur-mesure, en règle générale. Donc c'est très ciblé finalement. C'est très ciblé. En fait, nous avons des annonceurs qui viennent chez nous pour adresser des cibles, comme vous le dites très justement. Donc une cible généraliste, je veux toucher l'ensemble des Français. Bon, nous, on peut délivrer nos 30 millions de contacts avec TV Mag, le quotidien, le Madame, le Mag et le digital. Si on nous dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt des hommes CSP+, fans de bourse, bien évidemment, on n'aura pas la même réponse. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup sur le sur-mesure. Donc, on a 2 façons d'adresser, en fait, aujourd'hui les cibles. Ce qu'on appelle, nous, une façon un peu classique de message synthèse, c'est-à-dire que vous allez voir la même campagne dans tous les médias, le même visuel, pour faire simple. Et puis après, des messages plus sur mesure, plus intégrés, avec une co-création de contenu. Et là, on est dans du ciblage comportemental et thématique. Donc là, vous proposez des formats différents, des oui, un mix de formats, un mix de parcours. Ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir toucher notre cible à n'importe quel moment de la journée. Et dans un temps très court. C'est-à-dire qu'on est un peu, nous, un champion de l'audience instantanée. Parce que nous avons quotidien, hebdomadaire sur le print, et beaucoup de digital et beaucoup de mobile. Et comment on fait ça? Alors, ça passe par quoi? Alors, ça passe par une synchronisation de la campagne. Et l'idéal étant d'avoir du cote, du quotidien, de l'hebdomadaire, du web fixe et du mobile. Et là, on est sûr de pouvoir toucher une cible dans la journée avec des façons différentes de le faire, mais de manière extrêmement puissante. Alors Franck demande, parmi les 3 segments du Figaro, donc news, reportage ou en tout cas fond et art de vivre, lequel se vend le mieux auprès des annonceurs? En fait, tout se vend plutôt très bien, je dois dire, suivant l'annonceur et ce qu'il a envie de faire. Et on ne peut pas dire qu'il y a un segment qui se vend mieux que l'autre. En fait, on ne raisonne pas comme ça, nous. On raisonne vraiment par média et parce que chaque média véhicule aussi comme ADN, comme valeur de marque. Pourquoi je veux m'associer au quotidien ? Ben, ce n'est pas la même raison de pourquoi je veux m'associer au Figaro Magazine. Donc en fait, tout marche plutôt de manière relativement homogène. Et alors sur nos familles, parce que nous sommes par famille. Quand on est sur le quotidien, c'est la famille de la presse quotidienne nationale, mais quand on est sur les féminins, c'est la famille de la presse féminine haut de gamme. Donc on raisonne par famille plutôt. Et quel secteur se répartit sur quel média le Figaro, ça va être alors en fait, oui, j'allais dire
Au fond, nous, on a un groupe qui, de par sa diversité d'adresser les contenus, est très homogène dans son portefeuille publicitaire. Donc le plus gros portefeuille chez nous, c'est le secteur du luxe, ça pèse 38%. Mais après, le deuxième secteur, c'est la distribution. Parce que quand on a TV Magazine dans son giron et qu'on diffuse 6 millions d'exemplaires par semaine, forcément des annonceurs plus héroïstes, comme la distribution, comme les organismes de crédit, sont très importants, avec des tickets d'entrée assez élevés, parce que 6 millions d'exemplaires, ben, c'est un certain coût. Et bon, du coup, on a des portefeuilles plutôt équilibrés. Alors oui, on a bien évidemment beaucoup plus de mode et de beauté sur le Madame, et beaucoup plus d'économie, et donc d'automobile et de banque sur le quotidien. Alors, Lucas demande quels sont les différents types de produits que vous avez, quid de vos espaces, des événements, de l'événementiel donc. Oui. C'est une bonne question que pose Lucas parce que effectivement aujourd'hui les médias se diversifient. Le Figaro s'est beaucoup diversifié donc dans sa façon d'adresser ses publics, le print, le web, le mobile, la tablette, mais nous nous diversifions aussi sur les événements. Donc il y a le Cross du Figaro par exemple, qui est une très jolie course de running. Nous en avons maintenant 2 par an, mais on fait aussi, on est partenaire sur des croisières. On fait beaucoup de choses dans la diversification, et vous êtes amené à en des faire conférences, de plus en plus. beaucoup de conférences, et nous en faisons de plus en plus parce qu'en fait, les publics qui sont fans de la marque Figaro ont toujours envie de tenter de nouvelles expériences. Donc, c'est une nouvelle façon d'adresser les publics. Philippe demande, on va y revenir après, mais ça nous amène sur un autre sujet, quel est le levier le plus fort, data ou contenu? Alors, en fait, la data, ce n'est pas un levier, c'est un outil. D'accord. Le contenu, enfin aujourd'hui, nous, on a un triptyque. Notre métier, en fait, c'est de fabriquer du contenu de très haut niveau de qualité, avec beaucoup d'exigences éditoriales, beaucoup d'exclusivité, et ça, c'est le métier de nos 500 journalistes. Et ça, c'est clé. La deuxième chose... Finalement, c'est votre cœur de métier. C'est notre cœur de métier. Mais la deuxième chose fondamentale, c'est de faire ça au sein d'une marque qui, elle, est pérenne dans le temps, qui porte des valeurs. Et c'est parce que la marque est là, parce que le contenu est de grande qualité, qu'on peut se diversifier. Donc ça, c'est le deuxième grand métier que l'on a, c'est cette gestion de marque et tendre la marque sans jamais la rompre. Et puis la troisième chose, c'est le métier de distribution de ce contenu. Et au fond, ça, c'est un métier d'industriel. Métier de fabrication de presse, métier de technologie. Maintenant, on a quand même, aujourd'hui, nous sommes devenus une entreprise technologique. Qui l'eût cru il y a encore 10 ans, hein. À ce sujet, est-ce que vous avez des nouveaux profils? Est-ce que vous recrutez? Comment ça se passe en interne pour gérer le shift vers la digitalisation, etc. Oui. On recrute toujours de nouveaux profils sur le groupe. Aujourd'hui, on est un des principaux groupes médias à avoir finalement très tôt fait cette mutation et cette organisation newsroom pour avoir justement des compétences dans nos journalistes qui sont à la fois journalistes, toujours de l'écrit d'ailleurs, mais aussi de la vidéo par exemple. Quand on se lance dans la vidéo, au départ, on ne sait pas le faire. On n'a pas de gens qui savent filmer. On n'a quelquefois pas de journalistes qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Alors, plutôt plus chez nous que moins, parce qu'ils font déjà beaucoup de télévision. Le média presse est un média qui s'exporte beaucoup vers la télévision, puisque nos journalistes sont très invités. Mais après, on a des métiers de data scientist, on a des métiers de personnes qui encodent des lignes de code. Les nouveaux métiers de la data, ça c'est très important. Les nouveaux métiers de la création de contenu, côté régie. Donc, des recrutements de gens qui font du planning stratégique, on a un directeur artistique, on a des directeurs techniques, on a fait cette révolution aussi. Ça doit être une machine de guerre et ça ne doit pas être facile de coordonner tout ça. En fait, il faut que ce soit enrichissant pour tout le monde. Moi, je crois beaucoup au fonctionnement en réseau, je ne crois absolument pas au fonctionnement en silo. Je crois que c'est malheureusement fini, enfin malheureusement ou heureusement, parce que je n'ai jamais été très fan, mais en fait, il faut des spécialistes, des métiers d'expertise, et puis après, tout le travail que l'on a, nous, quand on dirige ces équipes, c'est faire en sorte que tout ça soit très fluide et que tout le monde s'enrichisse. Alors, au sujet de la data, il y a un peu plus d'1 an, vous avez initié le projet Fig Data, Oui. dans lequel vous avez investi une belle somme, 5 millions d'euros. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, nous en parler? Oui. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi on l'a lancé déjà. Oui. En fait, c'est un projet groupe qui est mené par Pascal Pouquet chez nous et qui a créé au sein du groupe, en transversal, un département de 6 personnes qui est destiné à gérer la data de l'ensemble du groupe. Donc la première chose qui nous a paru essentielle, ça a été de réconcilier l'intégralité de nos datas disponibles. C'est-à-dire la data qu'on appelle CRM, donc nos clients, nos abonnés, mais les gens aussi qui achètent des choses au Figaro, des éditions, enfin on a 1 million de clients, hein, c'est quand même beaucoup.
La data qui est issue de nos pure players, parce que c'est une activité qu'on connaît un peu moins pour le groupe. Alors peut-être on peut reciter vos pure players. Alors un C++ par exemple, qui est un moteur de recherche sur l'assurance. On a des participations dans Bazar Chic. On a Tic et Tac, qui est un site de culture où on peut acheter ses places de théâtre. Donc on a réconcilié Figaro Classify, bien évidemment, les annonces classées. Donc on a réconcilié tout ce que l'on avait comme data issue de cet endroit-là. Et puis bien sûr, la data de navigation de nos 10 millions d'internautes. Et la réconciliation de l'ensemble est portée par ce que l'on appelle Fig Data. Et cette data, elle est au service, bien sûr, des éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire une recommandation dans la façon qu'on a d'adresser les contenus sur mesure. Et puis, bien sûr, la régie, pour laquelle c'est un nouvel Eldorado, quelquefois, on dit. Hein. Mais en tout cas, un formidable outil pour qualifier de manière encore plus fine des segments très précis. Et alors, quel est le bilan, un peu plus d'un an après? Alors, le bilan, déjà d'un point de vue éditorial, il est assez incroyable parce que quand on s'en est servi chez nous, ça nous permet de croître en audience, d'augmenter aussi nos revenus sur nos pure players et puis de mieux connaître nos publics. Par exemple, on ne savait pas, mais on a 1,5 million de gamers qui sont sur le site. Bon, alors je ne sais pas trop ce que l'on peut en faire, mais c'est intéressant de le savoir. On a près d'1 million de personnes qui font de l'achat boursier. Donc quand on développe des plateformes de contenu, on dit, bah, tiens, la bourse, c'est vraiment un secteur qui intéresse nos publics, il faut qu'on investisse dessus. Donc cet angle de création de contenu. Et puis côté régie, où de plus en plus, nous travaillons les segments de data pour des opérations 360 qui intègrent la création de segments spécifiques. Donc si je vous donne un exemple, quand on est sur le marché de l'automobile, eh bien, en général, on fait pour un lancement de modèle du quotidien, du portage. On va faire une campagne dans le Figaro Magazine. On va, si on a une cible sur les femmes, faire une opération intégrée dans le Madame. Faire bien évidemment du digital, mais créer un segment sur les intentionnistes d'achat automobile à échéance 6 mois sur une voiture électrique, ce que nous sommes capables de faire, et adresser à ce public très spécifique un message très spécifique, ça a une valeur incroyable. Donc la data est amenée à orienter le contenu et donc l'éditorial? Alors, est amenée à orienter le contenu? Non. Je pense que la data, elle sert à mieux comprendre les attentes. Mais quand on est un grand groupe média comme le Figaro et quand on a la qualité des journalistes que nous avons, leur métier, c'est au contraire de proposer du contenu que l'on n'a pas demandé. Mais savoir que notre public est particulièrement intéressé par un certain domaine ou par une certaine caractéristique dans un domaine, c'est intéressant pour avoir un contenu encore plus riche. Donc vous n'allez pas vous mettre à faire des articles de jeux en ligne? C'est pas encore au programme. Non, je crois qu'Alexis Brézé ne serait pas d'accord et il aurait bien raison. Alors Julien demande, quand on va, ou plutôt affirme, quand on va sur votre page Facebook, donc sur la page Facebook du Figaro, on tombe presque uniquement sur des articles tapageurs. Est-ce que vous essayez de faire du BuzzFeed? Bon, alors tapageur, je ne crois pas. Peut-être avec à destination d'un public plus large, oui. Parce que c'est pour en fait driver de l'audience tout simplement. Oui, c'est un formidable moyen pour nous de recruter de l'audience parce qu'en fait l'internaute clique et puis il arrive sur la plateforme et bien souvent il est fidélisé. Donc au fond nous on fait comme tout le monde, on aime bien faire connaître notre marque par un point d'entrée qui quelquefois est un peu surprenant par rapport au caractère plus sérieux que nous avons dans le quotidien ou dans nos magazines. Miss France reste donc plus sexy que François Hollande? Je ne prononcerai pas. Larry demande, à l'heure où Facebook ou Google vendent de l'audience au kilo, comment défendre sa plus-value média? Eh bien, c'est ça qui est très riche. C'est parce que, comme il est très justement dit, nous ne faisons absolument pas d'audience au kilo. Nous faisons une audience extrêmement qualifiée, dans un univers éditorial très sécurisé. On parle beaucoup de brand safety. Mais en fait, au fond, nous, on est brand safety par définition et par excellence, c'est notre nature. Et puis, on est comportemental. Donc, nous, on adresse une publicité dans un contexte éditorial très spécifique. Et c'est ce qui fait toute la différence, au contraire, avec nos autres confrères. Alors, l'Observatoire de l'e-pub vient de montrer que le digital devançait maintenant, désormais, donc, la presse en termes d'investissement. Qu'est-ce que ça vous inspire? La mutation du monde. Voilà. Oui, je trouve ça assez normal. Après, ça m'inspire rien sur l'avenir de la presse en particulier, parce que les grands médias ont toujours su se réinventer au fil du temps et au fil des technologies. C'est ce que l'on voit avec les grandes marques médias issues du print, qui se sont quand même toutes énormément diversifiées en digital. Les audiences n'ont jamais été aussi fortes au Figaro. Si je regarde les audiences d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui, elles ont plus que doublé au global. Le fait qu'on adresse des publics plus larges au travers du digital,
donne envie d'avoir accès au print. Notre première source de recrutement d'abonnés, c'est le digital. Est-ce que le digital drive aussi sur du print? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc les gens qui commencent par goûter à la marque Figaro par le digital, quelquefois s'abonnent. Donc c'est avec des taux de conversion assez intéressants. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, par exemple, on touche 1,5 million de 15-24 ans au travers du digital. Bon, eh bien, ça permet... Qui n'irait pas forcément en kiosque naturellement acheter le Figaro, mais qui, in fine... Et moi, je vais vous dire très sincèrement, avant 20 ans, je ne lisais pas la presse quotidienne, parce que le premier point d'entrée, c'est aussi quand on rentre dans la vie active. Mais là, eh bien, des publics de 15-24 ans sont déjà en contact avec la marque. Et au fond, ce qui compte, c'est leur consommation de notre marque. Le canal importe peu. Le canal vient avec l'âge, je crois aussi. Absolument. Avec le statut, avec plein d'autres choses, avec les centres d'intérêt qui changent au fil de l'eau. Et on est là pour accompagner tout le monde. Alors, on va parler un petit peu mobile et vidéo. L'observatoire donc en question de l'ePub démontre également l'explosion du mobile et de la vidéo. Qu'en est-il au Figaro? Oui, alors explosion des audiences, nous c'est ce qu'on voit, puisqu'on double en audience sur ces canaux-là. Après, se pose pour nous comme pour tout le monde, alors il y a deux grandes questions. La première question, c'est le transfert des audiences. Est-ce que le fait que nous ayons de grandes audiences mobiles affaiblit notre puissance sur le web? Non. Ça, c'est la première réponse et c'est important parce que c'est un autre canal. Ce n'est pas le cas sur tous les médias. Donc sur le nôtre, on voit que ça s'additionne, c'est de l'audience agrémentale. Et puis la deuxième question, c'est la question de la monétisation. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quasiment le même inventaire sur mobile et fixe, mais évidemment, nous n'avons pas encore les mêmes revenus. Donc, on est à la traîne en France là-dessus, par rapport aux oui, États-Unis. La France est un pays qui, de toute façon, est à la traîne sur deux sujets. Sur les CPM, sur le digital, puisqu'en fait, les CPM sont plus bas en France que dans d'autres pays européens. Et puis, elle est aussi à la traîne sur la monétisation sur le mobile. Mais il y a toujours des effets de rattrapage. Donc moi, je reste assez confiante. Palier, ça va oui, arriver. Les croissances sont exponentielles. Nous, on a eu des croissances sur la vidéo et sur le mobile. Alors, on n'est pas encore sur les mêmes volumes. Alors, on pourrait dire que c'est plus facile, peut-être. Mais ce sont de très, très fortes croissances. Là, vous avez un chiffre à nous donner sur la part du mobile en termes de vente d'espace? Alors, pas forcément, mais aujourd'hui, tout ça pèse à peu près pour 15%. Et alors sur la vidéo, donc un internaute demandait tout à l'heure pourquoi déjà le Figaro fait de la vidéo. C'est vrai que c'est une question intéressante. Tous les groupes de presse de manière générale se mettent à la vidéo. Déjà, le Figaro a fait de la vidéo, comme d'habitude dans la diversification, avant tout le monde. Alors la question se posait encore plus il y a quelque temps. Mais quand on parle d'information, quand on parle de centres d'intérêt, additionner l'image à l'écrit ou à la photo, qui étaient déjà deux territoires d'expression sur lesquels nous étions très présents, en fait, je crois que c'est assez naturel. Et nous avions la capacité de le faire, donc capacité d'investissement. Nous avons la chance d'être dans un groupe adossé à un très grand groupe global qui nous permet ces investissements et qui croit dans l'avenir sans rentabilité immédiate, ça c'est qui est très important. Et ça nous permet d'exprimer des contenus avec une mise en scène qui est complémentaire. Et puis la vocation du Figaro, c'est aussi de se décliner sur d'autres territoires, donc la télé, aujourd'hui la fragmentation des offres télé, la naissance aussi de chaînes thématiques sur l'actualité fait que nous avons tout à fait notre place parce que nous avons déjà la marque, nous avons déjà le contenu et nous avons déjà les journalistes. Alors quel type de contenu justement précisément En vidéo ? Oui. On pourrait les segmenter au fond en trois catégories de contenus qui d'ailleurs sont assez un effet miroir de nos contenus sur nos autres médias. On a le contenu breaking news, donc les images qu'on a envie de voir tout de suite. Donc du commentaire sur image comme les chaînes d'infos? Oui, alors là nous avons des partenariats avec de grandes chaînes télé, des partenariats d'échange de contenu justement. Donc on a ces images-là, donc ça c'est le premier canal, assez évident pour une marque d'information. Ensuite on a un contenu qui est plutôt tourné autour du divertissement. Donc, les petites images, alors peut-être ce dont parlait notre ami sur Facebook, ce qu'on a envie de partager, qui est un peu plus ludique, mais ça peut être aussi les grandes images des défilés. En ce moment, se déroule à Paris les Fashion Week. Si vous voulez voir le défilé de Chanel, de Dior qui ont eu lieu lors des précédents jours, sur le Madame, vous avez tous les défilés. Mais vous avez tous les défilés, vous avez aussi tous les commentaires des journalistes. Alors, on va passer un petit peu à la pub. Le Figaro, donc, est l'un des actionnaires et instigateurs de l'ad exchange privé La Place Média. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette initiative et quel pourcentage de votre inventaire passe par ce canal? Alors, un bilan extrêmement positif, à plusieurs points d'ailleurs.
Alors, évidemment, on parle toujours d'un bilan positif, le bilan économique, extrêmement important. Évidemment. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'adresser beaucoup d'annonceurs que nous-mêmes n'irions pas chercher. En fait, ça permet d'adresser énormément de tout petits annonceurs qui viennent de manière très ponctuelle acheter quelques espaces. Mais tous ces petits espaces mis bout à bout font des volumes importants. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de vendre un inventaire que nous ne commercialiserions pas, nous, en tant que régie plutôt premium. Et puis, donc, plutôt très positif sur ces deux points. Et puis, le troisième point, c'est que ça nous permet de partager des technologies entre régies amis. C'est très précieux de se voir entre amis et d'échanger sur des grandes thématiques et donc de faire un bond en termes de technologie que nous ne pourrions pas faire tout seuls parce que les investissements technologiques sont lourds et puis parce que quelquefois les chemins sont divers. Donc on partage ces visions-là. Est-ce que vous allez un jour réintégrer le RTB ou est-ce qu'il faut passer par une grande place média? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a le RTB façon la place média, qui est très précieux pour nous, auquel nous tenons beaucoup. Et puis après, il y a le fait de pouvoir adresser soi-même un achat programmatique, qui est un achat aussi d'avenir. Et d'ailleurs, quand on voit la progression du programmatique, aujourd'hui, on comprend. Mais le programmatique, ça n'est pas toujours vendre pas cher. Le programmatique premium, ce que nous adressons, ce que nous sommes en train d'adresser, c'est précieux. On le fait d'ailleurs beaucoup aussi avec la place média. Comment est-ce que vous arbitrez sur les contenus? Quel contenu sur quel canal? Par quoi ça passe? Alors, le management de l'information, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment se conduit une conférence de rédaction. Ça commence toujours par le digital et on dit toujours qu'est-ce qui doit être là, géré en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'une plateforme comme Le Figaro, c'est d'être au courant en temps réel de tout ce qui se passe. Alors les événements très malheureux du début du mois de janvier nous l'ont montré. On voit à quel point on était accro sur notre mobile et là, l'information passait par le mobile. Ça a explosé d'ailleurs les mobiles. Oui, on était à 10 à 12 millions de visiteurs uniques par jour. Donc c'était quand même dur à gérer, mais là nos plateformes sont très bien faites. Vous avez un petit peu stressé sur Oui, le mais réseau? en fait avec les municipales, on avait déjà appréhendé des volumes très forts. Donc voilà, mais les rédactions étaient H24 dans nos locaux. Mais au-delà de ça, c'était un bon exemple de management de l'information. Donc il y a ce fil d'actualité qui là est sur le mobile. Il y a un peu plus de profondeur sur le web. Et puis après, si on veut du décryptage, des articles de fond, des très grands experts, de l'exclusivité, des grandes signatures, ça passe par le print. Et ça passe par un temps qui est un peu plus long, qui est celui du quotidien, puis celui du magazine. Alors aujourd'hui et depuis donc, plusieurs années, tous les médias se digitalisent et innovent, sinon ils meurent tout simplement. Au Figaro, comment ça s'est passé et comment ça se passe? En fait, ça se passe tout le temps, parce que la digitalisation, c'est en fait... Aujourd'hui, le digital est partout. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a créé des cellules digitales à part. Après, on a dit, alors, on va les intégrer. Et en fait, maintenant, tout est digital ou pas digital d'ailleurs. Tout est contenu. Donc, le digital est d'un mode d'expression de notre contenu. Donc, ça se passe par l'intégration de nouvelles compétences quand les métiers sont en évolution et qu'on a besoin de faire entrer de nouvelles compétences. Ça se passe par la formation. Et ça se passe par l'échange. D'ailleurs, notre rédaction est organisée en marguerite, comme on a coutume de l'appeler. C'est-à-dire qu'en centrale, vous avez l'équipe digitale et tout autour, vous avez comme des pétales. Et dans chaque pétale, il y a un grand département éditorial. Donc on voit à quel point tout est mélangé, tout est intégré. C'est ce qu'on appelle la newsroom. C'est très impressionnant à visiter. Et on voit à quel point c'est réel et à quel point c'est vécu. Alors, quel a été votre rôle? Quel est le rôle finalement de la régie pub dans ce virage du numérique? Alors, le rôle de la régie, dans la mesure où c'est celui de la monétisation de cette audience, où qu'elle soit, c'est bien sûr d'accompagner la diversification du groupe dans la monétisation et surtout dans la capacité que l'on a à proposer aux annonceurs et aux agences de nouveaux modes de communication sur nos marchés. Notamment, on a beaucoup développé en 2014 ce qu'on appelle des plateformes de marque. C'est-à-dire de la coproduction de contenu sur une thématique avec des mini-sites dédiés, avec du contenu écrit spécialement, alors pas forcément par des journalistes bien évidemment, puisque nous sommes très vigilants à cette frontière, mais créer des écrins de communication et créer du contenu qui peut être récupéré par l'annonceur sur son propre site. Alors dernière question pour la route, comment est-ce que vous rentrez en contact avec vos communautés ? Alors nous sommes en contact tout le temps avec nos communautés. Sur le site du Figaro, il y a un post toutes les 4 secondes. Donc on a beaucoup de community managers qui sont là pour justement faire réagir, driver aussi, puisqu'on se doit, en tout cas,
Contrairement aux réseaux sociaux, nous, on a ce rôle-là de modérateur et on y tient beaucoup. Et puis ensuite, nous avons plus de 3 millions de fans si on compte Facebook et Twitter. Donc on voit que cette communauté grandit. Il y a quelque chose de magique dans le digital, c'est que dans la presse, le message est assez descendant. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un public, mais il n'a pas la capacité de donner son avis. Dans le monde du digital, on est sur la même marque, mais ce public répond, intervient. Et on voit à quel point c'est précieux pour eux de faire partie de cette communauté, de donner son avis. Et c'est aussi une grande source de data. Les community managers, ils sont où dans la Marguerite, dans la newsroom? Au milieu, effectivement. Au milieu, d'accord. Merci infiniment. Mais merci à vous. Merci d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Très bonne semaine.